Bienvenue dans Laval à Mille et une cultures. Dans cet épisode, on va parler de bonne gouvernance d'Haïti avec M. Jean Bonhomme Milford. Je vais recevoir aussi Jawida Sella, vice-présidente du NPD Québec, qui va nous parler de son retour en politique, puis de NPD Québec qui s'aligne sur le jeu provincial. Bonne émission. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui M. Jean Bonhomme Milford. Bonjour M. Milford. Bonjour Mme So. M. Milford est ingénieur en électromécanique de formation. Vous avez 15 ans d'expérience à la Société d'électricité d'Haïti, je pense. J'avais. Vous avez, c'est ça. Vous avez fait une formation en gestion aussi à l'École de haute études de gestion en Haïti, et un MBA à l'Université de Laval, à Québec. Monsieur Milford, vous êtes aussi chercheur, conférencier, et vous avez écrit un livre récemment, en 2017, Haïti, réflexion d'un déraciné. C'est exact. Voilà. Pourquoi réflexion d'un déraciné? Je voulais tout d'abord prendre le temps pour vous remercier de cette opportunité que vous m'avez offerte pour partager mes réflexions, mes opinions sur le livre titré Haïti, les réflexions d'un déraciné, et également saluer vos collaborateurs et collaboratrices pour leur infatigable travail pour rendre cette émission effective pour les téléspectateurs et les téléspectatrices de votre émission, à qui je veux dire un grand bonjour. Bonjour, voilà. Exactement. Et vous m'avez posé une question, pourquoi, qu'est-ce que ça signifie l'expression un déraciné? Vous savez, lorsqu'on est jeune et on vit, surtout chez nous, je pense que c'est la même chose en Afrique et de même qu'en Haïti. On est jeune, on grandit, on va à l'école, on développe des amis, on développe des références. On pense que la terre nous appartient. On pense que c'est pour ça, les rivières, les lacs et nous appartiennent. Et puis on fait des rêves. On grandit, on entend, on forge nos connaissances, notre système cognitif. Puis on grandit. Moi, j'ai été à l'école, j'ai grandi, et ce qui m'a surtout frappé, enfin, disons, agréablement retenu mon attention, c'est que le pays a investi beaucoup en moi. Dans votre éducation. Dans notre éducation, parce que j'ai presque pas payé, disons, $1, 1 cent pour mon éducation, à part quelques frais, achat des livres. Mais grosso modo, quand je viens ici au Québec, j'ai réalisé que l'éducation, elle est chère. Tandis qu'en Haïti, c'est quasiment gratuit jusqu'au niveau universitaire. D'accord. À ce moment-là, je me suis dit, quand j'ai fait ma maîtrise ici, j'appartenais déjà à l'Université d'Haïti, et on m'avait offert, bon, je ne sais pas si c'était vrai ou c'était une chose, mais quand même, des gens m'avaient approché pour me dire, Jean, est-ce que je voulais rester? Mais consciemment, j'ai dit, mais Haïti a investi en moi. Je dois retourner chez nous, en Haïti, et remettre, si vous voulez, ce que Haïti a fait pour moi. Si j'ai eu accès aujourd'hui à des niveaux de compétences et d'expérience élevés, c'est grâce à mon pays. Je voulais redonner ce que j'avais reçu gratuitement, disons, au peuple haïtien, à mon pays, aux hommes et aux femmes de ma génération, parce que, heureusement, j'ai eu la chance quand même d'enseigner pendant un certain temps. Mais disons à un certain moment, vous connaissez... On se sent déraciné. On se sent pas déraciné. Oui, oui. On m'a forcé quelque part, surtout lorsqu'on est arrivé au sommet. On nous force de laisser la porte, d'ouvrir la porte et de partir. De partir. Oui. Donc vous avez décidé à un moment donné de quitter Haïti puis de venir au Québec. Oui, parce Pourquoi le Québec? Pourquoi le Québec? Pas les États-Unis, le Québec. Le Québec. Bon, d'abord, il y avait des liens déjà qui ont été établis avec beaucoup de collègues, des personnes que j'ai connues, que ce soit à l'église, que ce soit dans mon milieu social. Quand j'étais étudiant à l'Université de Laval, disons, on parle français, et puis c'est un pays d'opportunités et de grandes possibilités pour ma famille et pour mes enfants. Et quand on est revenu, effectivement, nous avons choisi le Québec pour toutes sortes de raisons. Et mes enfants, quand même, par la suite, ont eu accès
à un niveau de formation également. Ma fille, aujourd'hui, qui enseigne à New York, disons, à puiser, si vous voulez, ici au Québec. Et ses connaissances. D'accord. Et vous êtes au Québec depuis 26 ans. 26 ans, oui, plus d'un quart de siècle, oui. Dans votre livre, vous touchez du doigt le drame des migrants forcés, en fait. On ne parle pas des gens qui ont choisi de partir, mais qui ont été forcés quelque part de partir en exil, exil politique, asile des réfugiés politiques ou bien même des réfugiés économiques. C'est un drame qui se vit actuellement dans l'Atlantique avec les migrants africains, dans la les réfugiés syriens et récemment les réfugiés haïtiens. Comment on vit avec ça? Est-ce qu'au fil des ans, c'est quelque chose qu'on intègre en soi? Disons, je ne pense pas qu'on soit jamais habitué ou intégré. Si vous voulez, on doit, comment dire, vivre, faire face, disons, à ces problèmes. Et c'est ça qui m'a amené, et aussi, c'est l'un des facteurs qui m'a amené à écrire ce livre. Surtout, si je prends Haïti, je me suis posé la question. Après plus de 200 ans d'indépendance, c'est pas 200 jours, c'est pas 200 mois. C'est 2 siècles. C'est 2 siècles, plus que 2 siècles. On est indépendant, on vit. Je peux comprendre qu'au début, on ne peut pas demander à des esclaves de gérer parfaitement un pays parce qu'ils viennent de l'esclavage et ils n'ont pas reçu un niveau d'éducation, de construction. Il y a une construction à faire et puis les rapports à établir, la cohérence de la société à l'époque. Mais quand même, je me suis dit, après 100 ans, 150 ans, là, le pays ne peut pas continuer à produire des boat people, des personnes qui laissent Haïti. Et tout récemment, en 2017, vous avez vu ce qui se passe avec les demandeurs d'asile, pour toutes sortes de raisons. Et ceci m'a amené à poser des questions, à se dire, mais on répète toujours les mêmes paramètres, les mêmes paradigmes. Oui, Haïti est un pays sous-développé, Haïti est un pays qui n'a pas de chance, ou toutes sortes de raisons. Je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Exactement, fondamentalement. Et disons, quand je parle avec mes amis, on discute. Les Haïtiens aiment discuter. Quand 2 ou 3 Haïtiens se rencontrent, on parle de politique. C'est-à-dire, on a toujours cette tendance à remettre la responsabilité sur le dos de l'autre, sur les épaules de l'autre. Oh, ce n'est pas nous, ce sont les Américains, ce sont les pays amis qu'on appelle le Canada ou la France, principalement la France et les États-Unis. Je me suis dit, mais il y a quelque chose que nous, on devrait faire. Parce que le fait de dénoncer, d'identifier le problème à ce niveau, c'est-à-dire on vient de résoudre le problème à 50% à mon avis. Et c'est ça qui m'a amené, j'ai dit, il faut changer de paradigme, il faut changer de discours. Qu'est-ce que moi j'ai noté dans tout ça, c'est que nous n'avons pas développé certaines compétences. L'une des compétences qui, je pense que nous devons, en tant que peuple, arriver à développer chez nous, c'est la capacité de travailler ensemble. D'accord. Oui. Il faut arrêter de se réunir, de travailler ensemble devant les événements. Par exemple, le tremblement de terre, vous allez voir une combite, comme on appelle chez nous. Oui. Oui, on va voir les gens se réunissent ensemble, travailler. Mais après, ça disparaît. Une cohésion nationale, en fait. Une cohésion. On a besoin de ça. Et on a besoin aussi d'une suite dans nos idées, une suite dans nos actions également. Pas commencer à faire des choses et puis ensuite arrêter. D'où moi je pense que le président l'a promis de faire des états généraux. Je ne suis pas le seul à proposer ça dans mon livre, ni à suggérer cette approche. C'est arriver à un dialogue national. Il faut arriver à ce dialogue national. Mais il faut faire attention. Et c'est là toute la problématique. Qu'est-ce qu'on va discuter au niveau de ce dialogue national? Quels sont les sujets qu'on va... Quels devraient être, d'après vous, les sujets, les enjeux? Vous brossez une partie dans votre livre, mais quels sont les enjeux sont énormes. Voilà. Pourquoi les enjeux sont énormes? C'est parce que nous avons pris 200 ans pour les construire. On n'a jamais répondu vraiment à ces problèmes. On les connaît, c'est ce j'ai décrit dans mon livre, on fait le marronnage. On est en face d'un problème et puis on essaie de l'écarter parce que nous n'avons pas de solution, nous n'avons pas de réponse. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les problèmes que j'ai soulevés dans mon livre, ces enjeux-là, c'est la violence, c'est l'injustice, c'est
le manque de confiance qu'on n'en a pas et le mensonge. Moi, je pense que c'est des problèmes difficiles. Je sais qu'on ne peut pas les résoudre, comme on dit, overnight, du jour au lendemain, mais je pense que c'est collectivement en tant que peuple, les intellectuels et les habitants de ce pays, les hommes et les femmes de ce pays à tous les niveaux de la société, dans tous les segments de la société, on se donne pour mission de faire face à ces difficultés, à ces problèmes qui nous ennuient et qui nous nuisent depuis plus de 200 ans. Moi, je pense collectivement, on peut arriver à trouver des réponses. Lorsqu'on se met d'accord, on s'engage vraiment à aller dans la bonne direction. Parce que ces barrières-là, si on ne les brise pas, excusez-moi, en 200 ans plus tard, on va répéter le même discours. Le même discours, les mêmes problèmes. Oui, d'où aujourd'hui, il faut changer de paradigme, il faut changer d'approche et il faut faire face à la réalité. Vous parlez aussi beaucoup de bonne gouvernance. Moi, des fois, je me demande, est-ce que ce n'est pas un terme galvaudé? Parce que c'est un terme qu'on sort souvent à toutes les sauces. On voit des pays africains où il n'y en a pas de bonne gouvernance, puis il y a des ministres de la bonne gouvernance, entre autres. C'est quoi pour vous? Quelle serait la bonne gouvernance en Haïti? Puis est-ce que ce n'est pas un terme galvaudé? Ce n'est pas un terme galvaudé. Le mot gouvernance a existé depuis très longtemps et je pense que c'est... Mais l'application, là. Oui, c'est au niveau de l'application. Mais on parle de... D'abord, vous allez parler de la bonne gouvernance, mais quel est le cadre socio-économique qui devrait encadrer cette bonne gouvernance? Et c'est ça qui jette beaucoup de confusion. Moi, personnellement, comme je l'ai dit dans le livre, je pense que la démocratie est importante. Parce que la démocratie, elle est basée sur la liberté. Elle a pour colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle la liberté. Et vous avez également... Pourquoi je parle de démocratie? C'est parce que la démocratie s'ouvre sur l'économie de marché, qui elle-même, l'économie de marché, repose également sur la liberté. C'est le choix des produits, parce que je regarde ici, agréablement, vous allez dans un supermarché, vous avez une multitude de choix. Personne ne vous force à choisir. Vous allez voter également, c'est la même chose. C'est la liberté de choisir. Ça, c'est à la base du comportement humain. Aussi, ce cadre sociopolitique qui est établi et qui sont intimement reliés, à ce moment-là, on se donne des façons de faire. C'est ce que j'appelle un cadre politico-socio-juridique que nous acceptons à travers la charte fondamentale du pays qu'on appelle la Constitution. Si tous, nous sommes de bonne foi et nous voulons mettre en application cette charte dans la gestion de nos rapports, dans la gestion de nos affaires, dans tout ce que vous voulez, comme la gestion du pays, je pense que ça devrait marcher. Mais une chose fondamentale quand vous avez parlé de gouvernance. Gouvernance, c'est-à-dire c'est la capacité de choisir des hommes et des femmes qui sont porteurs de valeurs. Parce qu'on l'a vu... Des valeurs éthiques. Et valeurs éthiques, des valeurs de justice, acceptation du droit, l'imputabilité, et aussi accepter de faire des erreurs et d'être corrigé. C'est-à-dire, vous connaissez chez nous, en Afrique, le président a toujours raison, ou le ministre a toujours raison, on n'a pas le droit de regarder les gens de les yeux et de les opposer. Je pourrais vous donner plusieurs anecdotes à ce niveau. Mais est-ce que c'est différent ailleurs? Parce que si on regarde au Québec, on a eu la commission Charbonneau, on a des scandales actuellement où on parle d'éthique et de gouvernance. Est-ce que... de détournement de fonds. Est-ce qu'on est plus vertueux quand on est dans un pays riche et en démocratie ou pas? C'est-à-dire, là, vous soulevez un très gros problème, un très grand problème. Nous connaissons l'homme en général. Ce n'est pas l'homme, et comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau, l'homme est né bon, mais la société le con. Le rend mauvais. Oui, le rend mauvais, oui. Disons, on va toujours avoir des écarts. Des écarts, des hommes et des femmes qui vont détourner les fonds, l'évasion fiscale. On a entendu en France et disons aux États-Unis, ici au Canada, avec la commission Gomery, la commission Charbonneau, que vous venez de souligner. Mais il y a une différence. La différence, c'est que dans les pays riches et industrialisés comme le Canada, la France, les États-Unis, quand
quand on t'attrape, ou quand on vous attrape, oui, exactement, à ce moment-là, vous allez devant la justice. Il y a une justice. Il y a une justice. Que vous soyez blanc, et riche, pauvre ou misérable, comme dit La Fontaine, vous allez passer devant la cour de justice. C'est la grande différence. C'est la grande différence. Parce que chez nous, on idéalise le voleur. Il y a même des expressions, voler l'État n'est pas voler. C'est-à-dire il y a cette culture, cette mentalité, je pense, qu'il faut éduquer l'enfant, qu'il faut éduquer le peuple à un certain moment, réinstaurer ce qu'on appelle la formation civique, de savoir que le bien public, nous devons le partager et ça appartient à tout le monde. Ce n'est pas un petit groupe de privilégiés, des criminels ou des choses comme ça. Il faut réellement que la justice soit partie intégrante de notre vie de peuple. Merci beaucoup. Merci. Et n'oubliez pas, vous allez trouver mon livre sur Amazon. Voilà, sur Amazon. Merci. J'ai le plaisir d'avoir sur le plateau de Laval en Mille et une cultures Jaouida Sella, d'origine algérienne, médecin et femme politique canadienne. Bonjour Jaouida. Bonjour Cathy. C'est un plaisir de t'accueillir. Et moi je vous remercie pour l'invitation. Oui, Jaouida, on va d'abord parler de ta carrière de médecin. Tu as étudié la médecine d'abord chez toi en Algérie. Tu l'as pratiquée pendant 10 ans. Exact. Je pense que tu t'es engagée aussi dans le Croissant Rouge, puis tu as fait la tempête du désert. Ou c'est la guerre du Golfe? La première guerre du Golfe au temps du père George W. Bush, qui était supposée être une guerre et des frappes chirurgicales. D'accord. Mais sur terrain, malheureusement, ce n'était pas le cas. D'accord. Donc, vous êtes intervenu comme médecin volontaire. Absolument. Ensuite, vous avez émigré au Québec, où vous avez continué à faire la médecine, hein? En fait, ce n'est pas si évident que ça pour les médecins diplômés hors Canada, États-Unis. On a commencé d'abord à fonder une association qu'on appelait l'Association des médecins diplômés hors Canada, États-Unis. Actuellement, même le gouvernement provincial nous appelle les DHCU, comme abréviation de l'appellation de notre association. D'accord. Et donc, on s'est constitué comme un groupe de pression vis-à-vis des deux gouvernements libéral et péquistes qui sont passés à l'époque pour essayer de trouver des moyens d'évaluation et d'insertion sur le marché du travail des médecins diplômés au Canada et États-Unis, d'autant plus que la pénurie s'est datée depuis plus de 10 ans. D'accord. Donc, on constate toujours qu'il y a cette pénurie, mais à savoir parce que les chiffres se contredisent disons, d'un mandat électoral à l'autre. Voilà. Vous avez été aussi impliqué avec la Fondation des maladies du cœur. Absolument. Voilà. Vous êtes très impliqué en politique. C'est l'aspect qu'on va beaucoup aborder aujourd'hui. Vous avez été député fédéral dans la circonscription de Saint-Bruno. Oui, ça s'appelait avant le redécoupage, le dernier redécoupage fédéral, ça s'appelait Saint-Bruno-Saint-Hubert. Saint-Hubert, de 2011 à 2015, exactement. Sous le NPD de Jack Layton. Exactement, avec notre feu Jack Layton. Voilà, vous avez été aussi dans le caucus, puis porte-parole en santé. Oui, j'étais critique adjointe à l'opposition officielle en santé. J'ai été aussi membre parlementaire dans le comité de santé, dans le comité de conditions féminines et j'ai aussi été présidente du caucus des femmes NPD. Et j'étais aussi, comme je dirais, pendant ma belle expérience au niveau fédéral, c'était la première fois qu'on organisait un caucus des femmes députées multipartites. Multipartites. Une belle expérience. Oh, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Vous revenez en politique. En fait, vous n'êtes jamais sorti de la politique, mais vous changez de niveau. De niveau. Vous venez au niveau provincial. Voilà. Oui. Pourquoi le provincial? Pourquoi n'êtes pas resté au fédéral? Je peux vous dire que
du moment que j'avais un leitmotiv avant de me lancer en politique, qui était l'insertion des professionnels, surtout immigrants ici au Québec, sur le marché du travail, comme vous savez, avec la reconnaissance des acquisitions et des compétences. Bien sûr, je m'étais comment dirais-je, occupée par les professionnels de la santé comme moi. Et donc, moi, je voulais vraiment aller dans les sphères décisionnelles pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sort de ces professionnels qui n'avaient rien coûté à la société québécoise et comment la société québécoise allait bénéficier quand même de ces gens-là pour lesquels aucun sou n'a été dépensé. Et qui sont tout aussi bien formés. Malheureusement, à l'époque, je vous dirais qu'il n'y avait pas un parti qui répondait à mes valeurs sociodémocrates au niveau provincial. J'aurais aimé à l'époque qu'il y ait un NPD Québec, mais il n'y avait pas. Et j'ai eu l'occasion de croiser M. Jack Layton, qui savait ce que je faisais, qui m'avait invité à joindre le parti pour éventuellement travailler dans ce domaine-là. À l'époque, c'était Mme Olivia Cho qui était porte-parole par rapport à la santé. Et donc, j'ai travaillé avec eux. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai gradué les échelons au sein du parti, membre, après présidente, coprésidente, pardon, de la Commission des femmes ici au NPD fédéral. Et par la suite, je me rappelle, je pense, après l'élection de notre chef Thomas Mulcair, le premier caucus qu'on avait eu avec lui à Québec. Puis j'étais parmi les premiers à me lever à dire, Monsieur Thomas, il va falloir qu'on ait un NPD provincial. Parce que pratiquement, il n'existe pas ailleurs au Canada, mais pas au Québec. À ce moment-là, notre chef Thomas nous avait dit, écoutez, on va mettre nos énergies, nos ressources pour évincer les conservateurs, M. Harper, du gouvernement, même si c'était à notre détriment, mais on était quand même content qu'il y ait le changement que tous les Québécois et Québécoises attendaient. Et donc, c'est fait. Puis maintenant que j'ai dit, c'est le moment, on a de l'expérience, on a du personnel, on a toujours été intéressé de près par la politique à l'échelle provinciale. Donc, vous ramenez je me suis revenue, je m'intéresse maintenant à la politique provinciale. Donc, ça veut dire que le NPD est prêt. Vous êtes la vice-présidente du NPD Québec et vous êtes prêt à aller aux élections, aux prochaines élections. Oui, tout à fait. D'accord. En 2018, là. Exactement. Voilà. Exactement. Avez-vous un congrès, une course à la chefferie? Oh oui. Comment ça se passe, là, actuellement? C'est sûr, comme vous le savez, c'est un nouveau parti. Et donc, quand on dit nouveau parti, on était en train de structurer le parti et de mettre la locomotive en marche pour partir de la gare. Donc, chose qui a été faite dans le sens où maintenant, nous avons un exécutif, nous avons des comités, nous avons des associations régionales et actuellement, on est dans la course à la chefferie. À la chefferie. Oui. Qui sont les candidats? Depuis quelques jours, ce n'est plus un secret de polichinelle. Nous avons mon cher collègue Raymond Côté, qui était aussi député fédéral à Québec. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience au niveau politique. Nous avons aussi Raphaël Fortin, qui est un candidat qui s'est présenté à plusieurs reprises pour le NPD, mais qui n'a pas eu la chance d'être élu. D'accord. Et lui, il est sur la rive sud. Oui, lui, il est sur la rive sud. Mais nous avons de très bons candidats pour notre course à la chefferie. D'accord. Vous préparez, je pense, une série de débats pour l'élection. Tout à fait. C'est quoi le calendrier, la mobilisation, comment est-elle? Jusqu'à présent, on a 3 débats. Il y en a un qui va venir bientôt, le 25 novembre, ici à Montréal. Donc, ça va être le premier débat. Ensuite, nous allons avoir un deuxième débat
le 2 décembre à Québec. À Québec, d'accord. Ensuite, le 9 décembre, nous allons voir le 3e débat qui sera à Gatineau. OK. Le NPD en provincial, est-ce que ça pose pas pour les progressistes qui ont toujours, au niveau fédéral, accompagné le NPD, et puis provincial, Québec solidaire, ça pose pas un problème entre vous et Québec solidaire? Non, mais je ne pense pas du tout, au contraire. Écoutez, il y a eu beaucoup de mouvements comme le mouvement des orphelins politiques et des progressistes qui ne sont pas souverainistes, qui ne trouvent pas une alternative aux libéraux. Et pour une fois, là, on leur offre l'alternative. Et puis, comme... D'ailleurs, j'aimerais mentionner qu'on a comme testé le système et l'électorat en présentant notre président actuel qui est Denis Blanchette, aussi un ex-collègue qui était au fédéral. Il s'est présenté à la partielle à Québec, Louis Hébert. D'accord. Et je pourrais dire que c'est sûr qu'on ne s'attendait pas qu'il fasse un gros score, mais relativement à ce qui s'est passé, c'était quand même un bon résultat dans le sens où on a battu certains partis qui avaient l'habitude de se présenter au niveau provincial. Donc, voilà. Pour nous, c'était une opportunité et un bon test pour l'électorat. En fait, vous venez dans la soupe provinciale à un moment où elle est pas mal trouble. Là, on parle de la loi 62, on parle de problèmes d'éthique et de gouvernance. Avez-vous une position au niveau du NPD Québec sur la loi 62? Puis qu'est-ce que vous pensez de tous ces problèmes d'éthique et de gouvernance? Qu'est-ce que vous apporterez de plus? C'est sûr que depuis un certain nombre d'années, on sent un certain vide politique et éthique à l'échiquier provincial. Et je pense, nous, en tant que nouveau parti, nous n'avons pas de cadavre dans le placard. Nous sommes un parti, comment dirais-je, qui est tout nouveau, qui voulant justement donner une alternative aux Québécois et Québécoises qui se considèrent comme progressistes à se joindre à nous. Justement, nous avons constaté, comment dirais-je, un peu l'inquiétude des Québécois et des Québécoises. Et puis, il y a des gens qui ne vont même pas voter parce que ils ne voient pas d'alternative. Donc, vous offrez... Et puis, nous, on rentre en scène comme le parti qui est une alternative. Et puis, comme je me rappelle, notre chef intérimaire, qui est Pierre Ducasse, disait pendant cette élection partielle à Louis Hébert, si le problème est le PLQ, la CAQ n'est pas la solution. Donc, vous voyez que vous êtes une alternative. Nous sommes une alternative. Et la loi qui est 62, la loi 62, qu'est-ce que vous en dites? De toute façon, la loi 62, notre chef a émis un communiqué. Et puis, on pense que la loi, comme elle est stipulée actuellement, ne va pas passer l'étape de la Cour, parce que c'est une question qui touche une certaine catégorie de la population. Mais on n'en a pas encore discuté et justement, ça va faire partie des questions dont on va discuter durant notre forum qui aura lieu le même jour que le premier débat pour la course à la chefferie. Et donc, nous, on est vraiment pour la démocratie et on veut que ça vienne de la base. D'accord. On veut que le monde s'exprime. On veut en discuter. D'accord. Donc, vous allez en discuter de façon plus élaborée. Tout à fait. Voilà. Donc, vous êtes vraiment là pour le pouvoir en 2018 ou pour une alternative comme une opposition officielle? Je ne pourrais pas dire à ce moment-là le pouvoir ou l'opposition, mais j'espère, si les gens veulent d'une alternative, qu'ils voteraient pour nous. Mais au moins, de façon réaliste,
on pense faire élire quelques députés à l'Assemblée nationale. Ça serait un début pour que le NPDQ passe le seuil de l'Assemblée nationale. Merci Jaouida. Ça me fait plaisir. Merci de nous avoir suivis. Pour toute question, suggestion, information, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. À la semaine prochaine.